Écoutez, je pense que l'offensive diplomatique de Yasser Arafat est intéressante. D'abord, ça aide à renforcer la position de l'OLP. En second lieu, ça attire l'opinion publique internationale sur la crise du Moyen-Orient. Un des grands problèmes que nous avons à surmonter pour tous les problèmes internationaux, et vous le savez ça très bien, c'est quand même une certaine indifférence de l'opinion publique qui s'intéresse beaucoup plus aux problèmes internes qu'aux problèmes internationaux. Donc si à travers des reconnaissances ou à travers une certaine activité diplomatique, on arrive à attirer, à sensibiliser l'opinion publique internationale, ceci est un élément intéressant qui mérite à être supporté et appuyé. Monsieur le ministre, pour revenir au débat que vous avez posé hier au ministre israélien des Affaires étrangères, je voudrais vous demander l'explication que vous donnez au fait que M. Moshe Dayan n'envisage pas l'échec des négociations tripartites, alors que vous, en revanche, vous en envisagez la possibilité. Écoutez, il faut demander à M. Dayan quelle est son interprétation des choses. Mais moi, je suis personnellement, j'ai toujours été un optimiste. Et quand on négocie, il faut être un optimiste. En second lieu, si je fais une comparaison entre les négociations qui ont eu lieu depuis le 19 novembre 1977 jusqu'en mars 1979, donc ça fait bientôt plutôt 15 mois, et qui continuent à avoir lieu en ce moment, le fossé qui séparait la position égyptienne de la position israélienne à propos du Sinaï était, je dirais, aussi grand, que dans ce domaine les comparaisons sont difficiles, mais était aussi profond que le fossé qui existe actuellement entre la position israélienne et la position égyptienne concernant l'avenir de la Cisjordanie et de Gaza. Pour nous, c'est ce que nous essayons d'obtenir, c'est le cadre pour permettre aux Palestiniens le droit de s'autodéterminer. Pour les Israéliens, ils pensent encore en termes de décentralisation administrative, de différentes formules dans lesquelles ils garderaient d'une façon ou d'une autre la mainmise ou la souveraineté ou quelle que soit la formule qu'on puisse employer sur la Cisjordanie et sur le territoire de Gaza. Donc il y a une opposition de base entre l'Égypte et Israël sur l'avenir de la Cisjordanie et du territoire de Gaza, mais je dirais qu'au moment où nous avons commencé les négociations pour le Sinaï, il y avait une opposition aussi grave. Si vous voulez que je vous rappelle certaines phrases, Moshe Dayan disait qu'il préférait la guerre avec Sharm el-Sheikh que la paix sans Sharm el-Sheikh. M. Begin parlait du village, de la ville de Yamit, dans lequel il voulait terminer ses vieux jours qui se trouvaient en territoire égyptien. Et en troisième lieu, Ezer Weizmann disait que les 3 aérodromes qui étaient construits dans le territoire égyptien étaient essentiels pour la stratégie israélienne et qu'il demanderait une location de ces 3 aérodromes pour une période de 100 ans. Voici quelle était la position. Ne parlons pas des modifications de frontières qu'il demandait ou de la permission de maintenir certaines colonies de peuplement au Sinaï. Tout ceci a été refusé par... Donc, notre diplomatie, je m'excuse pour les auditeurs qui étaient hier à Strasbourg, je vais me répéter, se trouve coincée entre 2 refus. Le refus des Israéliens d'accepter l'entité palestinienne, la nécessité d'un droit d'autodétermination pour les Palestiniens, et le refus des Arabes et des Palestiniens d'accepter ce processus de paix. Et nous allons essayer, c'est le but de notre diplomatie, de surmonter ce double refus, de surmonter cette double crise de confiance, tenant compte que dès que nous nous rapprochons des Israéliens, ceci augmente la crise de confiance avec nos frères arabes, et dès que nous nous rapprochons des frères arabes, ceci augmente la crise de confiance avec les Israéliens. Donc, nous sommes enfermés, pour ainsi dire, devant ce double refus, mais je pense que, et là je reviens à la note optimiste, qu'avec un effort accru, avec des contacts, avec une négociation permanente, nous pourrons surmonter ces 2 refus et obtenir dans les prochains mois une formule qui puisse encourager les Palestiniens à participer au processus de paix. Encourager à l'OLP de donner l'autorisation aux Palestiniens de la Cisjordanie de participer et qui puisse dans une certaine mesure diminuer l'hostilité des autres États arabes. Question. Je m'indique Paul Vincent France Inter. Si d'aventure il y avait un nouveau conflit entre les Syriens et Israël, quelle serait l'attitude de l'Égypte?
Cette question a été l'objet de longs débats lors des négociations de Washington et ceci a retardé les négociations, la signature du traité de paix pour plusieurs mois. La position de l'Égypte est très nette. Nous considérons que les obligations que nous avons à l'égard des pays arabes conformément au pacte de sécurité collective doivent prévaloir sur les obligations qui sont nées du traité conclu entre l'Égypte et Israël. Ceci dit, c'est l'Égypte, étant État souverain, à lui de décider à quel moment il va intervenir en faveur d'un État arabe, si cet État arabe fait l'objet d'une agression d'un autre État. L'administration américaine a l'importance du problème libanais. Actuellement, je reviens de Washington, de New York, et j'ai eu l'occasion de discuter avec les dirigeants américains, en particulier avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Cyrus Vance, le problème libanais. Donc, nous suivons de très près le problème libanais. Je pense que la politique égyptienne, depuis 1945, depuis, s'il faut remonter à des dates qu'il ne faut pas rappeler, les accords, les protocoles d'Alexandrie conclus en mars 1944, vous aviez un paragraphe qui était réservé pour le Liban. Puis, au moment de le pacte de la Ligue arabe, mars 1945, il était décidé de ne pas mentionner un État. Donc, il y a toujours eu une relation très particulière entre l'Égypte et le Liban. Il y a toujours eu cet équilibre de force, je dirais même relation entre le Liban et la Syrie et l'Irak d'une part, et la relation entre le Liban et l'Égypte. Et la politique de l'Égypte a toujours été pour le maintien de l'indépendance politique du Liban et pour l'intégrité territoriale du Liban. Nous sommes contre toute division du Liban, nous sommes contre tout morcellement du Liban, nous sommes contre tout mini-nationalisme basé sur des raisons ethniques ou religieuses qui pourraient se créer au Liban. Ceci dit, vu que le Liban est occupé militairement par la Syrie, il est difficile en ce moment à l'Égypte de jouer un rôle direct. Qui va créer une réaction dialectique. Les Syriens vont s'opposer automatiquement à n'importe quelle initiative qui viendrait de la part de l'Égypte. Donc nous sommes ramenés à avoir une initiative plutôt discrète auprès de certaines puissances amies pour les amener à trouver une solution rapide au problème du Liban. Le problème du Liban est un des éléments de la crise du Moyen-Orient. Notre but est une solution globale de la crise. Nous refusons toute solution fragmentaire, toute solution séparée, parce que l'Égypte est une partie intégrante du monde arabe et il n'y aura de véritable paix que si nous trouvons une paix par rapport à tous les éléments du problème. Mais c'est une crise qui est complexe, qui va être résolue suivant différentes étapes et différents processus. Et il est certain que le problème libanais pourrait être étudié comme un problème dans son ensemble et qu'une conférence ou une commission qui s'intéresserait au problème libanais à laquelle participeraient des puissances européennes. Et nous revenons à l'idée que j'ai essayé de défendre hier à Strasbourg, l'intérêt que nous avons au monde arabe à avoir une participation européenne active au problème du Moyen-Orient et à la crise du Moyen-Orient. Il est certain que ceci pourrait faire l'objet de certaines réunions en marge des négociations tripartites qui ont lieu, en marge des problèmes de normalisation entre l'Égypte et